Bien le bonjour et bienvenue dans ce format podcast des lectures anciennes où je vous lis et dépoussière les extraits de livres d'un autre temps. Aujourd'hui, penchons-nous sur l'introduction bien intéressante du livre intitulé « Le problème des nationalités » par Paul-Henri de 1937. Attention, je vous demande de recontextualiser les propos écrits et lus de ces auteurs qui ont vécu durant ces époques antérieures à la nôtre et qui eurent donc des façons de penser bien différentes. Sur ce, je vous laisse avec Paul-Henri. C'est un lieu commun que de définir le XIXe siècle dans l'ordre politique comme l'ère des réalisations nationales. 1815, le Diktat de Vienne, fondé sur le principe de l'équilibre européen, s'opposant aux aspirations des peuples comme aux ambitions des vainqueurs eux-mêmes. 1919, le Diktat inverse de Versailles et des traités parallèles, bouleversant toutes les frontières au nom du principe des nationalités, revanche et réhabilitation de l'effort héroïque et vain de 1848, couronnement de la série de résurrections dont les principaux jalons sont 1829, 1859, 1871, 1878 et 1913. N'est-il pas bien tentant de voir entre ces limites extrêmes et dans ces dates intermédiaires la trame de la tragique période de 100 années qui a enfanté, et dans quelle douleur, l'Europe contemporaine ? Il ne semble pas pourtant que le triomphe du droit des peuples ait rendu à l'humanité la quiétude tant espérée. Des esprits chagrins pourraient être tentés de proclamer la faillite de ce principe, après celle du principe d'équilibre, lequel paraît bien, au reste, jouir d'un retour de faveur auprès des chancelleries. Et l'on ne saurait nier en effet que les défiances de pays à pays, les animosités de peuple à peuple, les oppositions ethniques à l'intérieur d'un même État sont encore plus exacerbées que par le passé, et que la paix du monde semble perpétuellement à la merci d'un incident, dans le moment même que les peuples, instruits par une expérience récente et effroyable, répudient le cours à la guerre avec le plus de crainte et d'horreur. Rechercher les raisons nombreuses et profondes de l'écroulement lamentable d'une immense espérance excéderait singulièrement les limites d'une étude comme celle-ci. C'est un aspect seulement du problème que je me propose de m'attacher. Le malentendu fondamental sur lequel repose le concept, si clair en apparence, de nationalité et la confusion réelle qui se cache sous ce mot. Frappé au cours de 10 années de voyage à travers l'Europe, de l'évidente sincérité des peuples dans leur jugement et leurs craintes, et de la non moins évidente difficulté qu'ils éprouvent à sortir de leurs propres préoccupations afin d'apprécier avec équité les sentiments de leurs voisins, j'ai acquis peu à peu la conviction que l'obstacle principal au désarmement des esprits résidait dans les erreurs continuelles de jugement, d'autant plus graves qu'elles sont le plus souvent involontaires que commettent les membres de la famille humaine à l'égard de leurs pensées réciproques. Ces erreurs sont en grande partie imputables autour d'esprit de chaque nation. Les mots ne peuvent avoir le même sens de part et d'autre d'une même frontière. Ils sont le fruit de l'expérience intime et séculaire de chaque peuple. Dans le domaine qui nous intéresse ici, le patriotisme de chacun d'eux est nuancé, je dirais conditionné même, par tout son passé, par les circonstances propres de son histoire. Aussi, l'idée nationale se colore-t-elle de tonalités extrêmement différentes d'un pays à l'autre. Voilà qui peut nous laisser entrevoir l'explication de ce fait paradoxal, que le principe des nationalités, ce guide que nous serions tentés de croire infaillible, ait pu parfois, dans l'application, en venir à se détruire lui-même. Les luttes et les réalisations nationales du siècle dernier ont fait l'objet de travaux savants et justement réputés. Nous n'avons point l'intention de revenir sur des faits désormais acquis. C'est par un autre biais qu'il nous paraît utile de reprendre aujourd'hui ce grand sujet du problème des nationalités, en nous efforçant d'en dégager les aspects idéologiques, les nuances psychiques qui font la personnalité de chaque peuple. Par là s'éclaireront peut-être quelques-unes des anomalies et des contradictions qui pesèrent sur l'histoire du XIXe siècle et, qui sait, quelques-unes des angoissantes inconnues du temps présent. Introduction. Les idées de nation et de nationalité. L'idée de nation.
Malgré les apparences, le concept de nation, vulgarisé depuis un siècle et demi, est loin d'être une idée claire. Il semble bien que, pour les grands États de l'Ouest, Allemagne, France, Angleterre, ce mot recouvre une représentation précise. Mais même ici, des nuances sont faciles à percevoir et la remarque n'est pas d'aujourd'hui selon laquelle le français, par exemple, paraît mettre plutôt l'accent sur l'image du pays, de France Dulce, et l'allemand sur celle de son peuple, sur le Deutschtum, plutôt que sur le Deutschland. Vrai ou fausse, cette impression suggère déjà la diversité des aspects que peut revêtir le sentiment national, et cette vue se confirme dès qu'on aborde l'Europe centrale et orientale. Il en est que plus nécessaire de dissiper l'obscurité qui enveloppe cette notion afin d'avoir au moins une base d'appréciation. Et pour éviter toute pétition de principe, nous procéderons non pas par une définition a priori, mais en essayant d'analyser les images les plus essentielles qu'évoque dans l'esprit d'un moderne le terme de nation. Déblayons le terrain en éliminant tout ce qui ne constitue pas la nation. Il est clair que le cadre géographique, par exemple, facilite ou défavorise les unions nationales, mais ne les définit pas. Que l'histoire elle-même les prépare, mais ne les détermine pas forcément. Si la France a été unifiée par la volonté de ses rois jusqu'au moment où elle a pu se passer d'eux, la résistance de certains peuples soumis à l'Empire ottoman ou aux Habsbourg a rendu impossible à leur maître la formation d'un État cohérent. L'idée de race paraît jouir depuis quelque temps d'un regain de faveur, mais rien ne pourra lui enlever son caractère profondément illusoire. L'humanité ne connaît pas de race pure, et l'Antiquité même n'en a peut-être pas connu si l'on songe aux énormes brassages de population que nous font entrevoir la préhistoire et la proto-histoire. Les peuples les plus forts sont d'ailleurs presque tous le produit de mélanges ethniques évidents. Russes, Allemands, Français, Anglais, pour ne point parler des États-Unis. Il n'y a dans l'appel à la race qu'une vue de l'esprit qui peut parfois devenir une idée force, mais que la science a depuis longtemps rejetée. D'autres facteurs ont peut-être agi davantage dans l'élaboration du sentiment national. La religion, par exemple, a puissamment contribué à cimenter les volontés espagnoles pendant la Reconquista, à raidir la résistance tchèque du XVIe siècle et plus encore à maintenir la conscience nationale des peuples balkaniques soumis à la domination ottomane. Elle n'a par contre, dans les pays comme la France, où elle ne s'opposait pas à celle de ses voisins, joué aucun rôle comparable. La communauté d'intérêt est un ferment d'union incontestable, sur lequel nous reviendrons fréquemment. On l'invoque parfois de nos jours à l'appui des projets de reconstruction européenne. Mais si elle rapproche les hommes et renforce leurs liens, elle ne peut aller jusqu'à inspirer un sentiment collectif. Elle détermine des régions économiques, non des nations. Un Zollverein, disait déjà Renan, n'est pas une patrie. Il reste le caractère extérieur le plus frappant, la langue. L'idée d'en faire le signe même de la nationalité n'est pas neuve. Les princes réformés qui cédaient à Friedwald le 14 février 1552, les 3 évêchés à Henri II coloraient cet abandon du prétexte que la langue allemande n'y était pas en usage. Un demi-siècle plus tard, Henri IV disait en annexant le Bugey et la Bresse en 1601 « Je veux bien que la langue espagnole demeure à l'Espagne, l'allemande à l'Allemagne, mais la française doit être à moi. » Ce ne sont peut-être là encore que des déclarations de circonstance, mais l'on sait l'importance grandissante qu'a prise depuis le XIXe siècle cette question des langues dans toutes les rivalités internationales et notamment aux discussions de Versailles. On ne saurait au reste douter que la langue soit souvent un signe véridique recouvrant une indéniable réalité. C'est une communauté très forte que celle de l'idiome, et la langue, comme le dit excellemment M. Hauser, n'est pas seulement un ensemble de mots, c'est un mécanisme mental particulier. Parler la même langue, c'est en une large mesure penser de la même façon. Fichte, dans son 4e discours, avait déjà montré avec une éloquence convaincante les liens qui unissent une langue à la vie et à l'esprit d'un peuple. Les Hellènes, toujours occupés à se déchirer, ne retrouvaient qu'en face des barbares leur parenté spirituelle, symbolisée par la langue.
Mais si l'argument linguistique mérite toute considération, qui ne voit qu'il n'est pas non plus décisif? Que de hasard dans la diffusion d'une langue, que de mélanges inextricables nous offre journalement l'Europe orientale, tour de Babel, où l'école vient à peine, et plus ou moins artificiellement, d'établir un peu d'ordre. Et que d'exemples inversement de nations polyglottes solidement unies, comme la Suisse, la Belgique, le Canada. En France même, les campagnes des faits libres, le régionalisme dialectal qui renaît çà et là, ont-ils jamais mis en péril la cohésion nationale ? Tous ces éléments, on le voit, peuvent jouer à des degrés variables leur rôle dans la formation d'une nation. Aucun ne constitue un signe certain, un argument inattaquable. En fait, la seule notion qui reste claire dans la définition de la conscience nationale est celle de la solidarité voulue. Pour exister vraiment, une nation doit vivre dans les cœurs. C'est la volonté humaine qui lui donne tout son sens. On aura beau faire, on ne trouvera nul critère aussi probant que celui que proclamait Renan en 1882 avec tant de netteté et de feu dans l'immortelle page où il tirait les conclusions de son analyse si pénétrante de l'idée de nation. Une nation est une âme, un principe spirituel. La nation, comme l'individu, est l'aboutissement d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a soufferts. Ces phrases célèbres qui chantent dans toutes les mémoires éclairent le fond même du problème au point que nous ne saurions rien y ajouter. À un demi-siècle de distance, cette page n'a rien perdu de sa force ni de son actualité. Ce sont les mêmes idées qu'au moment le plus tragique de la Grande Guerre en 1916, M. Hauser proclamait dans un article de la revue Politique Internationale. Ce sont les mêmes idées qu'un simple effort d'introspection nous fera retrouver à chacun dans notre propre esprit. L'idée de nationalité. Si telle est bien, semble-t-il, l'idée qu'éveille le mot de nation, au moins chez des peuples comme ceux de France ou d'Angleterre, il est à peine besoin de souligner que le terme de nationalité évoque des notions tout à fait différentes. Laissant de côté le sens administratif du mot, dont l'expression allemande de Staatsangehörigkeit rend beaucoup mieux la nuance, il nous paraît de prime abord que le terme de nationalité recouvre une réalité sensiblement plus extérieure que celui de nation. L'accent y est mis précisément sur quelques-uns des facteurs que nous venons d'écarter. La langue toujours, la religion parfois, je ne sais quel caractère ethnique, enfin constamment aussi la recherche des droits historiques parfois très lointains et obscurs. Si l'on continue à invoquer la volonté des peuples, il semble qu'on ait besoin de l'appuyer sur des faits qui lui sont plus ou moins étrangers. Ce sont en tout cas des arguments de ce genre qui ont été présentés après la guerre mondiale par les peuples qui réclamaient leur résurrection ou leur agrandissement, arguments qui d'ailleurs n'apportaient rien de bien nouveau et qui étaient familiers depuis longtemps à tous ceux qui, par exemple, avaient quelque expérience des difficultés intérieures de l'Autriche-Hongrie ou de l'Empire ottoman. Il semble, dans de pareilles conditions, et après ce que nous avons dit de l'idée de nation, que l'on s'engage ici sur un terrain particulièrement mouvant. L'idée de nationalité est certainement l'une des plus délicates à définir. Le mot même est assez récent. Il n'obtient droit de cité dans le dictionnaire de l'Académie qu'en 1835, et la chose n'est peut-être pas non plus très ancienne. La Révolution française n'a rien connu de semblable. Elle a proclamé les droits de la nation, elle s'est adressée au peuple et ne s'est inquiétée ni de leur langue, ni de leurs droits dits historiques. C'est cependant sur ces derniers principes qu'a été peu à peu rebâtie l'Europe au XIXe et au XXe siècle. De là peut-être la fragilité de certaines parties de cette œuvre. Remonter jusqu'aux origines plus ou moins obscures des peuples, donner de l'histoire une interprétation forcément subjective, interroger la philologie, l'archéologie pour refaire la carte du monde sans se préoccuper des 1001 contingences, ni à plus forte raison des événements capitaux qui se sont produits entre l'Antiquité et l'époque contemporaine, n'était-ce pas exposer les peuples à la tentation de se jeter les uns sur les autres si l'on réveillait des querelles périmées, si l'on exhumait des droits plus ou moins imaginaires en négligeant l'œuvre du temps?
Ce péril, le XIXe siècle avait fini par l'apercevoir. Les diplomates de la Deuxième République, ceux du Second Empire, le dénoncent souvent dans leurs dépêches confidentielles et les écrivains le proclament parfois avec force. Renan surtout l'avait si bien reconnu qu'il écrivait dans la préface de 1887 à ses discours, en parlant de sa conférence de 1882, ces paroles prophétiques. « C'est ma profession de foi en ce qui touche les choses humaines. Et quand la civilisation moderne aura sombré par la suite de l'équivoque funeste de ces mots nation, nationalité, race, je désire qu'on se souvienne de ces 20 pages-là. » Certes, l'avertissement était de valeur, et l'événement l'a montré. L'idée de race, de droit historique, de respect sacré pour la langue, d'irréductibilité d'un groupe humain à l'autre a envenimé la formidable mêlée de 1848, a peu à peu creusé de déplorables fossés entre les peuples et a fini par aboutir à la notion contemporaine de minorité ethnique, digne sans aucun doute de tout respect, mais incompatible avec l'ancienne idée de l'unité nationale qu'il a fallu remanier. Ce compartimentage, cette marqueterie qui caractérise quelques-uns des États de l'Europe est sans doute l'une des plus graves causes d'agitation dans le monde contemporain. L'Europe aurait-elle fait fausse route? L'œuvre de tout un siècle est-elle entachée d'erreurs? C'est ici que commence la tâche de l'historien. Reconnaître des anomalies n'est rien, il s'agit de les expliquer. La logique des réalités humaines n'est pas la logique formelle. Plutôt que de condamner ce qui n'est peut-être que le fruit d'une évolution inéluctable, il nous faut étudier attentivement le processus d'où est sortie l'Europe actuelle et demander au passé son secret. C'est lui qui nous permettra de lever les contradictions apparentes de notre époque et de donner des réalisations gigantesques en tout état de cause du siècle dernier, une appréciation équitable. Voilà, notre lecture s'arrête ici et les lectures d'extraits les plus intéressants concernant ce livre touchent aussi à leur fin. Mais nous nous retrouverons, ne vous en faites pas, pour de nouveaux livres et de nouveaux extraits de livres vintage. En tout cas, pour ne rien rater des futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à aimer, commenter et partager la vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine!